Alors bonjour à ceux qui nous ont rejoints pour cette conférence organisée par Bouygues autour de cette thématique anticipation et adaptation, les clés d'une dépollution raisonnée, donc depuis Pollutech. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toute la conférence en intégralité sur YouTube pour ceux qui veulent se réimprégner de ce qu'on va dire dans un instant. Alors on le sait, reconquérir les espaces dégradés représente un enjeu majeur. Il faut bien le reconnaître, les terres partent parfois en déchets inertes ou alors dans d'autres filières, mais il y a une clé pour faire évoluer cette dépollution, on va dire, et faire une dépollution raisonnée, c'est l'anticipation et l'adaptation. On va en parler dans un instant avec des outils qui se mettent en place. Il y a un projet, notamment à Montrouge, qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Alors, avec nous, Arnaud Perrault, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de Colas Environnement. Alors, si j'avais voulu respecter l'ordre hiérarchique, on va dire, j'aurais salué Jérôme Rimbold, qui est à mes côtés aussi, qui est le directeur de Colas Environnement. Donc, vous venez en nombre, on va dire en masse, pour parler de ces enjeux de dépollution qui sont évidemment majeurs. On va parler, comme je disais, de ce projet à Montrouge qui est piloté par vous, Jean-Bernard Delestre. Bonjour, vous êtes donc de Bouygues Immobilier. Vous allez pouvoir rentrer dans le détail. On va mieux comprendre comment on peut bien faire pour anticiper et adapter au mieux possible ces travaux et faire en sorte de dépolluer les sols. Et puis, on avait besoin aussi d'un regard d'expert aussi sur cette question. Avec vous, Stéphane Colombano, vous êtes à la direction Eau, Environnement et Écotechnologie de BRGM, qui est présent d'ailleurs sur ce salon. On peut retrouver aussi sur un stand, un centre de recherche. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette problématique qui peut sembler un petit peu rude, on va dire pour certains, mais c'est bien de reposer un petit peu la réalité. Stéphane Colombano, commencer avec vous, justement, ces enjeux de terre, parfois qui ne sont pas évidemment compatibles avec un usage futur. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle pour qu'on puisse expliquer après comment on peut faire pour faire évoluer cette question? La problématique des terres polluées pendant des phases de réaménagement de chantier est confrontée à deux types de sujets différents. La première chose, le premier type de sujet qu'il faut traiter, c'est est-ce que ces terres sont compatibles avec l'usage futur, c'est-à-dire est-ce qu'elles présentent un degré de pollution assez élevé, est-ce qu'elles demandent une dépollution en tant que telle avant la phase de réaménagement de chantier ou pendant cette phase de réaménagement de chantier, donc sont-elles fortement polluées? C'est la première chose dont on doit tenir compte. Et la deuxième chose, c'est aussi la gestion des déblais de terre, puisque quand on a une phase de construction, un projet immobilier, eh bien, il y a des terres parfois qui sont faiblement impactées, qui doivent être gérées parfois d'une manière un petit peu, on va dire, contre nature. C'est-à-dire que ces terres pourraient, dans certains cas, être maintenues sur site et être traitées sur site plutôt que de faire l'objet d'excavations à outrance et d'être envoyées dans des centres d'élimination agréés. Donc il y a deux types de terres, deux types de situations qu'il faut gérer. Ce sont des terres extrêmement impactées qu'il faut dépolluer avant et pendant les phases de raménagement. Et puis ces déblais qui sont liés au projet de construction en tant que tel, qui parfois sont constitués de terres pas extrêmement impactées. Alors pour bien comprendre avec vous, à Colas Environnement aussi, alors l'un ou l'autre, n'hésitez pas, Jérôme Rimbold peut-être, comprendre cette problématique. On a bien compris que parfois finalement il y avait la solution, on avait l'impression que c'était la seule solution justement, c'est de prendre les terres, de les évacuer, mais finalement on va comprendre que ce n'est pas évidemment nécessairement la bonne solution. Effectivement, l'évacuation des terres est une solution simple et faite par l'immobilier depuis qu'il construit. Maintenant, il y a une possibilité de faire des traitements autres sur site, in situ. Alors sur site, pour pouvoir déclasser les terres et justement les envoyer dans des filières moins coûteuses, ou bien les réutiliser directement sur le site. Ceci dit, l'immobilier est souvent confronté à un problème de délai et de place. Donc nous, on a besoin, pour mettre en place ces techniques, d'avoir ces deux notions qui soient présentes, c'est-à-dire de la place pour pouvoir mettre nos systèmes et du temps, parce que certaines dépollutions sur site ou in situ prennent, on va dire, 1 mois, 3 mois, voire 6 mois. Après, ça devient difficilement compatible avec les projets, sauf si le projet est grand et on peut jouer sur la place.
D'accord. Peut-être expliquer aussi ce qu'il y a comme enjeu derrière aussi la problématique quand même de terres polluées. Il n'y a pas évidemment les mêmes types de terres polluées. On commençait un petit peu à l'évoquer avec Stéphane Colobano, donc Arnaud Perrault aussi de Colas Environnement. Oui, en fait, la gestion des terres polluées, c'est une gestion de déchets, puisque dès que les terres vont sortir du site, elles vont être considérées comme déchets. Et ensuite, il va y avoir cette réglementation qui va permettre d'orienter les terres vers différents types d'installations, de stockage ou de traitement, avec des coûts différents. Mais des coûts qui sont, lorsque les terres sont polluées, bien plus importants que le déchet inerte. Et c'est ces coûts-là qui vont être très pénalisants pour le projet immobilier, puisqu'on parle de centaines ou de millions d'euros de gestion de terre. Et c'est sur ce coût que nous, on va essayer de jouer pour pouvoir améliorer le projet, le rendre viable, puisque certains projets sont bloqués, ils ne peuvent pas être réalisés à cause de ce coût trop important. Mais je pense que là, il faut revenir sur le titre de cette conférence, c'est-à-dire l'anticipation et l'adaptation, puisque c'est vraiment l'anticipation qui va permettre d'actionner ces leviers et ne pas se retrouver devant le fait accompli, de devoir gérer dans l'urgence une pollution avec là, cette problématique de gestion de déchets. Alors évidemment, il faut y revenir, on va en parler en détail, mais juste pour planter quand même le décor, bien comprendre, est-ce que ça arrive aussi souvent, j'allais dire, moi je vois ça de l'extérieur, d'avoir affaire quand même à une situation où on a des terres polluées quand on est sur un terrain, pour aussi pouvoir comprendre ce qu'il y a comme enjeu derrière. Alors, donc nous, Colas Environnement, on ne fait que des travaux de dépollution, donc nous, ça nous arrive systématiquement. Je pense que je vais passer le micro pour avoir peut-être un avis un peu plus représentatif. Bien sûr. Avec vous, Jean-Bernard Delesse, donc Bouygues Immobilier. Exactement, donc moi je suis promoteur immobilier, donc je suis en charge d'immobilier d'entreprise. Donc notre projet, c'est de récupérer des immeubles de bureaux vides ou obsolètes et de les transformer pour les rendre... créer de la valeur, on va dire, créer de la valeur locative, créer de la valeur verte, rendre des immeubles plus performants. Et dans tout ça, s'inclut aussi les opérations de désamiantage, déplombage et dépollution. Donc c'est là où on intervient finalement avec nos partenaires Colas Environnement et nos bureaux d'études pour imaginer les meilleures solutions, imaginer des scénarios pour rendre le projet viable financièrement. Parce que la problématique est toujours financière. Hein. C'est toute opération, si on imagine évacuer toutes les terres, sachant qu'il y a des immeubles voisins, qu'il faut renforcer les terres, etc. Effectivement, comme tu disais Arnaud, ça va se chiffrer à des millions d'euros. Donc il faut plutôt imaginer, c'est là où l'anticipation est très très importante au niveau de la technique, on va dire. Si vous voulez, on peut enchaîner Bien sur sûr, alors Montrouge, l'idée peut-être. c'est de montrer concrètement ce que vous avez pu faire à Montrouge et vous puissiez commenter les uns et les autres, qu'on puisse comprendre les fameuses clés. Alors très rapidement, Montrouge, c'est une parcelle de 7000 m² qui est située à Montrouge, à côté de la porte d'Orléans, qui était initialement occupée par une blanchisserie pendant, on va dire, une centaine d'années à peu près. Donc il y a eu énormément de pollution. Et à partir des années 70, la blanchisserie a été démolie et un immeuble de bureaux a été construit. Donc, et jusqu'à 2014, cet immeuble était existant mais était vide puisqu'il y avait des remontées d'odeur dans l'immeuble et donc les utilisateurs de l'immeuble ne souhaitaient plus travailler dedans. Et donc c'est là où on a commencé à initier la démarche avec le propriétaire, Bouygues Immobilier et Colas et les bureaux d'études pour imaginer une solution pour revaloriser l'actif immobilier et dépolluer le site. Voilà. Après, on peut rentrer un peu plus dans la technique. Oui, bien Arnaud, sûr. si tu préfères. Peut-être l'un l'autre, vous, essayez, voilà, nous expliquez-nous les enjeux qu'il y avait derrière ce site. Donc, les polluants, ce sont des SOHV, donc des solvants chlorés. Ce sont des polluants qui sont très volatiles. Et c'est pour ça qu'il y avait ce problème de remontée dans le bâtiment d'odeur, puisqu'en fait, c'est le polluant qui était dans le sol, qui remontait dans les bâtiments. Dans le cadre de ce projet, donc l'enjeu était à la fois du coup de risques sanitaires, comme évoquait Stéphane, plus la gestion de déblais qui ne pouvaient pas aller en décharge inerte, ISDI. Donc, comme ce projet a été pris en amont, la question c'était de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir optimiser cette parcelle pour rentrer dans des coûts qui étaient plus raisonnables et qui permettaient in fine de faire le projet. Donc là, il y a un moment très important dans tous les projets, c'est lorsqu'on réfléchit à ce qu'on veut mettre en place, il va nous falloir des informations. Des informations qui ne sont pas uniquement des informations de diagnostic initial, c'est-à-dire on n'a pas juste besoin de savoir quelle est la pollution et où est-ce qu'elle est.
on a besoin de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir la traiter. Et là, on rentre un peu plus dans l'ingénierie de dépollution. Et c'est là où nous, on rentre en jeu, notamment par la création de pilotes sur site pour obtenir ces informations qu'on ne peut pas avoir juste par des analyses. Donc sur ce site, on a réalisé un pilote. Donc là, ici, on voit une photographie d'un skid de venting. C'est une mini-unité de venting. Donc venting, c'est la technique qui va être utilisée plus tard, qui consiste à l'aspiration des gaz des sols. Oui, ça il faut bien te le préciser Ouais. pour ceux éventuellement dans la salle qui ne sauraient pas ce qu'est le venting. C'est important d'être clair. Exactement. Et donc l'objectif, c'est, compte tenu des informations qu'on avait, on savait que le venting allait fonctionner, mais on ne savait pas s'il allait coûter un facteur 1, un facteur 2, un facteur 3, puisqu'on a besoin de déterminer le nombre d'ouvrages à mettre en place, puisqu'on va créer des forages pour dépolluer. Il fallait qu'on sache combien de forages il allait falloir faire. Il fallait qu'on sache quel débit, quelle dépression on allait devoir appliquer sur ces ouvrages, quelle concentration allait être sortie pour pouvoir définir une méthode de traitement derrière et un coût associé. Et toutes ces informations-là, on est obligé de passer par un pilote d'essai, et c'est ce qu'on voit sur cette photographie. Donc c'est-à-dire que ce skid est mis en place très rapidement sur le site. On va faire des mesures de débit, de dépression, de vitesse, de concentration, des analyses, etc. Et on va interpréter toutes ces données pour pouvoir avoir un dimensionnement plus précis du futur et le coût finalement attendu. Et avec ce coût, le gestionnaire du projet va l'intégrer et voir ce qui passe ou ce qui ne passe pas vis-à-vis justement du projet. Et ça, c'est quelque chose qui est très innovant d'avoir un pilote comme ça, un petit peu vraiment en amont pour pouvoir mieux dimensionner ce qui se passe exactement sur le chantier. Jean-Bernard Delestre. Oui, pour ma part, c'est la première fois que je vois ce test pilote, qui est finalement un test de réponse du terrain, hein, si j'ai bien saisi. Donc effectivement, l'avantage sur cette opération, ça s'est réalisé parce que ça a été pensé dès le début. Dès le début, l'idée est venue de mettre en place cette technique. Ce qu'il faut préciser aussi, mais Arnaud le précisera plus tard, je pense, c'est que la durée de traitement était de 18 mois. Donc ce n'est pas du tout négligeable par rapport à l'échelle de nos projets qui s'étalent sur une durée de 24 mois. Donc 18 mois sur 24 mois, ça veut dire qu'il faut démarrer dès qu'on a les clés du terrain. Voilà. Alors vous voulez continuer à l'expliquer, Stéphane? Vous voulez peut-être réagir, Stéphane Colombano, à ce qu'on est en train de voir? Ce qui est important dans tous ces projets immobiliers, où finalement l'argent est le cœur de tout, c'est de sécuriser ce qu'on appelle le risque projet. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, des pollutions sont faites sans essai de ce qu'on appelle dans le jargon de faisabilité ou de traitabilité, ce qui n'est pas le cas sur ce site. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça permet pour les prestataires de services déjà d'annoncer des coûts de dépollution qui sont sécuritaires, et pour le donneur d'ordre, d'avoir toutes les données pour bien gérer son passif. Et c'est une phase très très importante quand on parle de réaménagement de sites en in situ, avec des dépollutions in situ. C'est vraiment la clé de tout, ces essais sur site pour sécuriser le nombre de pompes, les débits, tout ce qui est en coût important, la consommation électrique, la consommation de charbon actif, de beaucoup de choses qui ont des coûts et qui doivent être le plus sécurisé pour l'intérêt de tous, le payeur et le prestataire de service. Donc si je vous suis bien, parfois on a lancé des opérations de dépollution sans vraiment estimer ce qu'il pouvait y avoir derrière, auparavant, hein, je m'entends, mais sans pouvoir estimer ce qu'il y avait derrière, ce qui a fait que finalement ça a peut-être bloqué certaines situations quand même. Ça a bloqué des chantiers de dépollution et des reconversions de friches, et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des sociétés qui sont vraiment spécialisées dans le in situ, qui ont ce savoir-faire. Alors continuez à l'expliquer peut-être ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu cette opération de venting dont on parlait, qui a eu lieu en même temps que construction, déconstruction. Comment ça s'est passé concrètement sur ou Jérôme ou Arnaud, enfin vous prenez la parole comme Merci. vous le souhaitez entre les deux. Exactement. En fait, sur ce projet, le challenge il est double, puisqu'il faut la maîtrise technique pour dimensionner et mettre en place le traitement. Mais en même temps, il faut la maîtrise organisationnelle pour pouvoir réaliser un traitement in situ en même temps qu'un chantier immobilier. Donc j'ai amené quelques photographies. Donc là, on voit la réalisation des puits. Enfin, les puits sont ce qui est entré dans le sol pour donner accès à la matrice. Et on voit les réseaux, en fait, qui se ramènent tous vers un collecteur
Et ce collecteur permet de récupérer le gaz dans tous les ouvrages. Et ensuite, comme on est dans le cadre d'un projet où la place est vraiment le nerf de la guerre, on a une dalle béton qu'on a coulée sur l'ensemble des ouvrages pour permettre aux autres entreprises de circuler malgré le traitement. C'est-à-dire que cette dalle béton a permis à tous les corps de métier de faire leurs travaux sans perturber le traitement des sols. Et on voit en fait notre emprise finalement réelle des réseaux, c'est le pourtour du site où on voit ici les canalisations sur le côté. Et j'imagine que ça se fait aussi sans risque, hein. L'objet, c'est de continuer. Évidemment, il y a un traitement, mais ça se fait évidemment sans risque pour ceux qui continuent à être sur le chantier. Il y a quand même cet objectif de sécurité derrière. Exactement, puisque l'avantage du venting, c'est une technique d'aspiration. Donc elle met les sols en dépression. Et comme les sols sont en dépression, les polluants ne ressortent pas et ne vont pas impacter les travailleurs. Si on poursuit sur la gestion de la coactivité, donc là on voit une photographie de l'unité. Alors la petite caisse grise qu'on voit, c'est la turbine, sauf qu'elle est dans un caisson complètement insonorisé, puisqu'on avait une contrainte supplémentaire encore sur ce site, c'est qu'on est en milieu fortement urbanisé, et que l'unité, comme vous pouvez le voir là, elle est installée au pied en fait d'un immeuble qui est en dehors de l'emprise du chantier. Donc l'unité de traitement par venting, l'objectif c'est de sortir un maximum de pollution, et pour ça il faut qu'elle tourne le plus longtemps possible. Donc elle fonctionne tous les jours, mais aussi 24 heures sur 24, y compris la nuit. Donc il y a une notion de gestion des nuisances et le cas présent du bruit qui est très importante. Puisque on ne peut pas se permettre d'avoir du bruit toute la nuit alors qu'on a la chambre des riverains qui est à proximité. Donc forte insonorisation de la turbine et silencieux au rejet, c'est le morceau de canalisation gris qu'on voit. En fait, c'est un silencieux pour gérer justement la nuisance sonore. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire qu'on a dû intégrer. On voit là que la place de l'unité, elle est finalement assez restreinte sur le site. C'est un conteneur 10 pieds. Et là, on voit ici le projet avec les travaux d'excavation, puisque l'unité a été installée juste avant les travaux de déconstruction et est restée jusqu'à la réalisation d'une partie du gros œuvre, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la fin du gros œuvre. Donc on a fait en sorte de prendre le moins de place possible. Donc on s'est mis dans un coin et les entreprises ont travaillé en parallèle. Donc ça paraît simple, mais ça demande des vraies contraintes d'organisation, notamment pour les opérations de changement de charbon actif, etc. Surtout que là, on voit en face terrassement, mais j'ai également une photographie lors du montage du gros œuvre, où là on voit qu'on ne nous a pas laissé beaucoup de place pour intervenir. Et il a fallu se faire tout petit pour ne pas gêner le projet et pas gêner tous les autres corps d'État qui sont intervenus, de façon à ce que la dépollution puisse durer le plus longtemps possible. C'était une première pour vous, ça? Ou vous aviez déjà travaillé? Non, on a déjà travaillé pour Bouygues d'ailleurs, dans le cadre de chantiers immobiliers, notamment un chantier à Tourcoing, mais avec un espace aussi restreint, oui, c'était une première. Parce que là, l'espace était vraiment tout petit. Oui, Jérôme Rimbol veut réagir. Oui, c'était pas une première, mais pour moi c'est une première dans l'intégration vraiment projet. Je pense que les immobiliers ont l'habitude d'intégrer le rabattement de nappe et le traitement d'eau avant rejet, mais ils n'ont pas l'habitude d'intégrer la dépollution aujourd'hui. C'est toujours pas une habitude. Ils la prennent souvent pas assez tôt. Et là, sur ce projet, ça a été pris assez tôt. On va dire presque comme une contrainte, enfin, entre guillemets, mais bon, c'est oui, un peu mais c'est une contrainte, parce que ça n'apporte rien au bâtiment. C'est comme le traitement d'eau, sauf que le traitement d'eau, ils ont pris cette habitude de devoir mettre ce traitement d'eau pour construire leur bâtiment. Et mettre des unités de dépollution, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs des immobiliers. Donc c'est une première, ceci dit, c'est déjà arrivé, mais là, on a eu une intégration qui a été phasée, comme on le voit, c'est-à-dire que on a fait la dépollution, le projet s'est construit sur la dépollution, donc il a été vraiment intégré dans le projet. Ce qui, ça, était nouveau et bien pris par Bouygues. Oui. Alors d'autres commentaires, précisions, vous avez d'autres images à montrer je pense que j'ai plus d'images, puisque je... Là, je crois qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà. Ce qu'on ne voit pas aussi sur les photos, c'est qu'il y a eu des ouvrages réalisés sous les bâtiments.
Oui. C'est-à-dire que l'inconnu du sous-sol, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On a un certain nombre d'informations, on peut en déduire des choses, on peut anticiper des choses. Malgré tout, quand on réalise les chantiers, on découvre des choses qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'est de la faute de personne. On ne peut pas tout savoir dans le sous-sol. Et là, sur ce site, on a trouvé 2 zones, je crois, impactées par des solvants chlorés, donc des COHV, qui n'avaient pas été repérées initialement parce qu'elles étaient relativement petites. Et donc, elles sont passées à travers des investigations. Néanmoins, il y avait des concentrations non négligeables. Et en fait, grâce à la technique du venting, en cours de chantier, on a rajouté des ouvrages dans ces zones qui ont été identifiées ultérieurement pour permettre de les traiter sans avoir de surcoût proportionnel. Puisque le fait d'avoir des frais fixes existants a permis de gérer ces zones avec le matériel en place. Finalement, on a rajouté des ouvrages, des canalisations, ça a consommé un peu plus de charbon actif, mais si ça avait été de la gestion hors site, le coût est directement proportionnel au nombre de tonnes envoyées hors site. Donc là, c'est ce que vous parlez quand vous parlez d'adaptation. Il ne suffit pas seulement d'anticiper, parce qu'on a beau anticiper, on n'affronte pas toutes les problématiques, d'après ce que j'ai vu, mais justement, il faut avoir cette souplesse, finalement, sur le chantier, de se dire, on va peut-être découvrir quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Exactement. Exactement. Alors justement, Jean-Bernard Delesse, qu'est-ce qui est ressorti pour vous de ce chantier, de cette technique, en tout cas, de dépollution qui est assez neuve pour vous? Pour nous, c'est une technique qui est très très convaincante dans ce type de projet. Après, qui s'adapte, c'est vraiment au cas par cas, hein, puisque là, ce sont des composés, on va dire, volatiles. Donc le venting fonctionne plus sur des polluants à l'état gazeux. Ce serait d'autres types de pollution, ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'il faut l'étudier. Après, financièrement, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est très intéressant aussi pour nous dans le cadre du montage du projet, c'est que dans le cadre d'une dépollution in situ, l'État, via l'ADEME, peut subventionner une partie des travaux et peut entre guillemets, encourager le traitement in situ. Donc c'est une démarche à exploiter. Moi, je voulais juste revenir sur une petite remarque sur site. C'est qu'à un moment donné, on a fait du terrassement directement, après avoir démoli la dalle du sous-sol, le radier, on a fait du terrassement et effectivement, on a manœuvré des terres et donc il y avait des compagnons qui étaient sur site. Et il est vrai qu'il y a eu une petite procédure qui a été mise en place justement par rapport au rejet gazeux qui était sur site. Et je sais qu'il y avait les compagnons avaient des appareils de mesure sur eux et dès que le gaz était, le relevé était très important, il y avait une intervention qui a été faite, ils devaient quitter la zone, etc., manipuler la terre avec des gants et tout. Donc il y a eu quand même des précautions qui ont été prises aussi sur la manipulation des terres polluées par les compagnons. Oui, Arnaud Perrault. Je peux en dire 2 mots, même si ce n'est pas le sujet. Dans les chantiers de dépollution, donc Stéphane parlait du risque sanitaire acceptable pour l'usage ou l'usage futur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant la phase travaux, il y a aussi des gens qui peuvent être exposés aux polluants. Et il faut le prendre en compte, évidemment. Alors l'avantage des techniques in situ comme le venting, c'est qu'elles limitent en fait cette problématique. Mais lorsqu'on a des excavations, bien évidemment, il y a toute une gestion du risque chimique à gérer, avec des formations spécifiques pour le personnel, du matériel spécifique. Nous, les pararques, lorsqu'on détecte des teneurs supérieures au seuil, donc on a des appareils, des balises de mesure, alors ce qu'on appelle un peu vulgairement PID, ou alors des balises d'explosivité, etc. Donc nos personnels ont des hommes ventilés pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Donc tout ce genre de choses, c'est effectivement, ça ne s'improvise pas. Il faut des entreprises compétentes pour pouvoir le faire. Alors Stéphane Collin, justement, j'allais vous poser la question, justement, votre regard en particulier sur le chantier, puis globalement sur ces enjeux et ces questions d'anticipation qui permettent, on l'a vu aussi, de trouver des solutions innovantes et puis aussi, pourquoi pas, d'apprendre à s'adapter, à mieux comprendre aussi ce qui se passe sur ce chantier. Ce chantier est une illustration de ce qui doit être fait et ce qui va être de plus en plus fait, c'est-à-dire c'est anticiper tout ce qui est aménagement futur en même temps que les travaux de dépollution, notamment in situ. Mais je voudrais aussi, à travers cette conférence, un peu tordre le cou à certaines idées qui
que le in situ prend beaucoup de temps, n'est pas forcément extrêmement rentable. Il se trouve qu'il y a des techniques qui permettent d'accélérer le venting quand il est mis en dépression à des dépressions suffisamment importantes. Ça permet de rentabiliser et on va dire de diminuer les temps de traitement. Mais il y a aussi d'autres techniques qui sont des soutiens chimiques ou des soutiens thermiques. Et on peut rajouter des surfactants, on peut chauffer les sols jusqu'à une certaine température. Et le fait de prendre en compte ces soutiens permet aussi de réduire les temps de traitement. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles, qui sont de plus en plus prises en compte et qui permettent de s'affranchir de deux choses importantes. C'est, première chose, le temps. Donc les nouvelles techniques permettent de diminuer les temps de traitement in situ. Et puis aussi tout ce qui est effet rebond et sécurisation. Donc en faisant cracher les sols, de manière un peu vulgaire, mais en les tripotant, en les chauffant, en rajoutant certaines bactéries, en rajoutant certains tensioactifs, on arrive à augmenter les rendements épuratoires et aussi, de facto, à diminuer les temps de traitement. Donc il n'y a pas forcément de choses antinomiques entre le in situ et les aménagements immobiliers. Et surtout avec cette particularité de faire le chantier, de continuer tout en faisant cette opération finalement de dépollution comme on l'a constaté. Comme quoi, c'est faisable. Et oui, et tout se fait au départ. Dans la photo en haut à gauche, c'est les essais de traitement sur site, de traitabilité et de faisabilité. S'ils sont bien faits, si on tient compte, là c'était une technique physique, mais il y a d'autres techniques qui existent aussi. Si ces techniques sont maîtrisées, si tout ce qui est dimensionnement et ingénierie des procédés est maîtrisé, il y a une sécurisation en termes d'argent, une sécurisation financière et de temps. Donc voilà, il faut vraiment arriver à sécuriser ces deux choses-là. Et si ces deux points sont maîtrisés, tout le monde est gagnant. Alors on parlait d'autres techniques, peut-être chez Colas Environnement, parce que là on parle de venting, on dit que c'est différent évidemment selon certaines pollutions. Vous travaillez sur d'autres choses, j'imagine, aussi pour optimiser cette dépollution, l'un ou l'autre. Qui va, c'est Arnaud? Alors oui, alors le venting, en fait, il se trouve que c'est une technique qui est bien maîtrisée et qui est utilisée assez souvent, puisque la problématique des composés volatiles, c'est celle qui engendre le risque sanitaire. Donc il y a un lien de cause à effet direct sur son taux d'utilisation. Elle fonctionne pour les sols qui sont suffisamment perméables. Ensuite, là, ce dont on n'a pas parlé, puisque la problématique ne se posait pas à Montrouge, c'est que la nappe peut être impactée également, la nappe phréatique. La nappe phréatique, dans les cas les plus courants, on la trouve entre 3 et 10 mètres de profondeur. Si on est dans le nord ou dans l'est, dans le Nappe de la Crée, on peut l'avoir beaucoup plus profondément, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Et en fait, lorsque la nappe est impactée, on a également des techniques de traitement dédiées qui peuvent être nombreuses en fonction du type de polluant, encore une fois, du pompage et crémage si on a des hydrocarbures flottants, du pompage et du stripping pour les COHV, du sparging également, qu'on peut le coupler à un venting. Il y a tout un tas de techniques. Ensuite, on a toutes les techniques d'injection, donc l'ISCO, l'oxydation chimique, avec où on injecte des oxydants puissants comme le permanganate ou le persulfate. Il y a également la réduction chimique avec du fer zéro valent pour dégrader chimiquement les solvants chlorés. Je peux mentionner les traitements thermiques, la désorption thermique sur site ou in situ. Les traitements biologiques qu'on a déjà réalisés plusieurs fois avec beaucoup de succès, même si là le temps est un peu plus long lorsqu'on est sur de la biologie, pour que ce soit en traitement anaérobie pour les solvants chlorés dans les nappes phréatiques ou en traitement aérobie pour les polluants qui se dégradent en présence d'oxygène, tels que les hydrocarbures ou les BTX, etc. Donc il y a toute une palette de techniques qu'il faut choisir en fonction du type de polluant, de la matrice, des contraintes du site, des contraintes du client, de la RSE, tout un tas de choses. Et ça, c'est vraiment notre métier de faire ce travail et derrière, de mettre en place les unités et de faire les traitements. Jérôme Rimbol, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'il a balayé beaucoup de choses. Il a parlé de la biodégradation, c'est souvent ce qu'on met en place sur les hydrocarbures. Souvent on excave les sols, donc il faut un peu de place quand même sur le terrain. Alors on a fait ça sur Lyon plusieurs fois.
Mais sur ce chantier-là, on voit que l'espace était très, très restreint, donc ça paraissait difficile. Donc la biodégradation, c'est souvent une technique qui est mise en œuvre, qui est aussi valorisable en termes de communication, puisque on dégrade, on fait appel à la biologie, à la biodégradation, donc c'est assez valorisant et on réutilise les terres en général directement sur le site. Je sais que les aménageurs sont friands de ça. Et ça fait des économies par ailleurs. Bien sûr. Je dirais le temps, on a parlé beaucoup du temps parce que ça prend un peu de temps. Ceci dit, pour construire un immeuble, ça prend un peu de temps aussi. Et le temps est à peu près identique si c'est bien dimensionné. Donc finalement, ça s'intègre bien dans les projets immobiliers. Vous parlez d'hydrocarbures aussi, vous avez travaillé sur une station-service aussi Oui, on travaille aussi sur les stations-service en fonction des contraintes avec les techniques qui ont été évoquées. Notamment, on a travaillé sur une station près d'un grand marché en région parisienne sur lequel... sur la partie essence, puisque les sols étaient impactés par de l'essence, on a réalisé du venting. Là, le gros intérêt du venting, c'est la gestion des nuisances, puisqu'on n'a pas de dégagement de polluants à gérer dans l'atmosphère. Parce que si on veut pouvoir gérer ces nuisances de façon correcte, il faut mettre des tentes, en fait, des tentes dans lesquelles on va faire rentrer les engins, les pelles, les tombereaux, les 6x4, tous les camions, et réaliser l'excavation sous tente. Ce qui nécessite de mettre la tente en dépression, de récupérer les gaz, de les traiter. Et tout ça, ça a des coûts qui font que le montant peut être vite important. Et lorsqu'on peut faire des techniques in situ, effectivement, c'est beaucoup moins de nuisances, c'est moins cher, donc c'est mieux pour tout le monde. Je reviens juste sur le délai. Sur Montrouge, ça a duré 18 mois. Il me semble que les objectifs ont été atteints avant 18 mois et que le Bouygues a souhaité qu'on poursuive la dépollution jusqu'à l'asymptote, donc jusqu'au bout, jusqu'où on pouvait sortir, c'est-à-dire plus de 92% d'abattement sur le site avec 10 tonnes de solvant pur récupéré, ce qui est quand même relativement important. Vous voulez peut-être réagir justement, Jean-Bernard Delesse, sur ce délai, ce que vous avez vécu sur ce chantier? Donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que nous, vu qu'au bout de 12 mois, les objectifs étaient atteints, mais il y avait eu une découverte sur site, justement les zones découvertes. Donc on s'est dit, vu que l'installation était en place, nous, ça ne représentait pas financièrement, ce n'était pas un montant très important de prolonger toute l'installation, tout le traitement. On s'est dit, on s'est lancé dans une démarche vertueuse pour vraiment dépolluer au maximum le site. Et finalement, on a démonté l'installation vraiment au dernier moment où finalement, il fallait qu'on fasse tous les terrassements aux alentours, où il fallait évidemment que l'installation quitte l'opération. Voilà. Alors on a bien compris avec cette technique, évidemment, in situ, on peut réduire l'impact environnemental, ça on l'a bien vu. Finalement, ça peut aussi être rentable. La seule chose, c'est qu'il faut savoir être bien entouré. C'est ça, Stéphane Colomano, quand on lance une démarche ainsi de chantier et de dépollution en particulier. Bien entouré, c'est-à-dire? Donc on a besoin d'aller chercher des sociétés justement spécialistes, pour essayer de donner aussi quelques clés à ceux qui pourraient nous suivre et nous écouter. C'est un vrai savoir-faire, le in situ. C'est une technique qui a l'air simple de mettre en dépression des sols, mais toute la finesse, c'est vraiment d'adapter chaque technique à chaque type de site. C'est-à-dire que la clé du métier, c'est tenir compte des propriétés des polluants et des propriétés de l'aquifère. Il y a des techniques qu'on peut mettre en place dans les aquifères plus ou moins perméables avec tel ou tel type de polluant. Et le vrai savoir-faire, c'est de trouver la bonne technique dans un cas précis et d'optimiser les choses, quitte à être redondant, mais c'est vraiment de la sécurisation ne passe que par un savoir-faire des sociétés, ça ne s'apprend pas comme ça, c'est un vrai savoir-faire. Et faire ces essais de traitabilité, de faisabilité pour sécuriser toutes les phases du chantier avec de la vraie ingénierie de dépollution et quitte parfois, quand il y a des surprises, refaire des dimensionnements, réutiliser l'ouvrage en place et réadapter les techniques. Mais c'est vraiment, ça a l'air simple de mettre en dépression en sol, de rajouter des oxydants ou de rajouter des surfactants, mais les sols c'est compliqué et si on n'a pas ce savoir-faire, il y a pas mal de chantiers qui ont capoté et qui ont même été obligés
d'être arrêtés. D'accord. Et vous disiez qu'ils ont capoté, donc ça veut dire là on a eu un exemple précis, en tout cas d'anticipation, d'adaptation. Ça veut dire qu'on y va quand même de plus en plus. C'est en train de changer beaucoup et C'est le d'évoluer. retour d'expérience Ouais. de la profession. On est un métier extrêmement jeune. Et le retour d'expérience, c'est de ne pas jouer aux apprentis sorciers et de sécuriser chacune des étapes. C'est ce qu'on appelle les sécurisations des projets. Donc comme dans tout métier, même si on est un métier jeune, il faut sécuriser chacune des étapes, faire des avant-projets sommaires de dépollution, des avant-projets détaillés et faire des stop and go avec toutes les parties prenantes. Et pas y aller sans essai. Pour l'in situ, vraiment, c'est ces essais. Et oui, moi j'ai en tête plusieurs sites. On intervient sur demande par exemple des DREAL, c'est-à-dire du ministère de l'Environnement décentralisé. Sur certains cas où des chantiers n'ont pas marché, on nous demande de porter en avis pour aider le DREAL. Et la plupart du temps, sur les in situ, c'est parce que les essais n'ont pas été bien faits, ou trop rapidement, ou parce qu'une pollution n'a pas été mise en évidence. Et c'est vraiment nous le retour d'expérience que l'on a, c'est que si vraiment on met de l'argent dès le départ sur ces essais, ce sera une sécurisation pour tout le monde. Et oui, il y a quand même par an, nous on voit qu'un tout petit bout du monde des sites et sols pollués, mais par an, on a plusieurs retours, on voit des projets arrêtés parce que une estimation financière a été faite sur la base de choses pas extrêmement sérieuses. Ou alors qui font en sorte que le projet tombe à l'eau parce que là en projet c'est un projet immobilier, c'est un passif et un actif, donc Ouais. il faut très très bien dimensionner cette partie passif et la sécuriser autant que faire se peut. Alors, l'un d'entre vous veut-il ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à la salle si elle a une question à poser? Jérôme Ramol. Juste peut-être indiquer que les constructions immobilières, il n'y a plus de développement en dehors de la ville, mais c'est la ville qui se recrée sur la ville. Et pour faire des projets immobiliers, aujourd'hui, c'est souvent des anciennes usines ou des anciennes friches. On en a beaucoup parlé pendant un temps. De toute façon, l'État a mis en avant les reconversions de friches industrielles. On sait bien que c'est un enjeu majeur. Exactement, la ville sur la ville. Et du coup, la confrontation à une pollution devient de plus en plus réelle et de plus en plus récurrente. C'est un peu la question que je posais en introduction. Vous avez affaire directement à ces chantiers, mais il y a de plus en plus à gérer. Est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants? N'hésitez pas. Visiblement, c'était très clair. Ah, si, allez-y. Alors, je ne sais pas si on va peut-être vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre, parce qu'il y a un petit peu, évidemment, le brouhaha du salon. C'est logique. Je vous en prie, présentez-vous si vous le souhaitez et posez votre question. Oui, bonjour, Jessica Cortez. J'aurais une question sur la planification donc, du projet. Il a été fait le choix donc, d'une dépolition in situ. J'entendais que la durée de traitement, c'était environ 18 mois, mais j'ai compris avec les photos qu'on avait pu mener la dépollution et la construction en même temps. J'imagine qu'il y a quand même eu un temps de dépollution avant que les travaux commencent. Si jamais la solution in situ n'avait pas été retenue, j'imagine qu'on aurait sorti toutes les terres polluées. Et donc, en termes de calendrier, on aurait eu une construction qui serait sortie de terre peut-être plus tardivement. Donc, est-ce que la solution de dépollution in situ permet une construction plus rapide, enfin de sortir un projet plus rapidement? Alors, est-ce que ça permet de sortir un projet plus rapidement? Oui. Je vais faire une première réponse. C'est vrai que nous, si le venting n'avait pas été mis en place sur le site, l'opération ne se serait jamais faite. Elle n'aurait pas été viable. Donc le propriétaire du terrain aurait laissé le bâtiment en l'état et aurait cherché quelques locataires, aurait fait des menus travaux et aurait attendu plus tard avant de lancer, de s'investir avec des montants si importants dans la rénovation du bâtiment. En fait, les excavations, si elles avaient eu lieu, auraient duré vraisemblablement, je pense, 1 mois ou 2 pour sortir le volume de terre concerné. Je ne suis pas sûr que ça aurait eu un vrai impact sur le projet. Le venting est quand même plus contraignant que les excavations en termes de gestion de planning et d'organisation, sauf si le projet est pris vraiment très en amont et que le venting est fait avant finalement le projet immobilier. C'est-à-dire que là, en fait, concrètement, ça a démarré en même temps. Il n'y a pas eu de phase de traitement avant le démarrage du projet. Seulement, le frein à ça,
c'est que la dépollution se fait par rapport à des objectifs qu'on doit atteindre, et ces objectifs sont calés sur un usage futur. Et en fait, tant qu'on ne connaît pas l'usage futur, les personnes ne vont pas être enclins à forcément démarrer une dépollution parce qu'ils ne vont pas avoir d'objectif, ils ne vont pas savoir jusqu'où aller, et du coup, ils ne vont pas vraiment savoir mettre de budget en face. Ce qui fait que c'est pour ça que ça a du mal en fait, à être mis en œuvre avant que le projet soit vraiment concret, avec un usage futur. Et en fait, dans l'immobilier, quand le projet est concret, généralement, les gens n'attendent pas, on y va, et il faut que ça sorte de terre le plus rapidement possible. Donc tout ça montre que c'est faisable, tout est envisageable, mais plus c'est pris en amont, et plus on trouve des solutions qui sont intelligentes, et qui ont moins de nuisances, et qui sont moins coûteuses, et qui sont plus environnementales. Il y a une petite particularité sur le site de Montrouge aussi, c'est qu'on voit en fond de parcelle, on ne voit pas très bien, mais en fait il y a l'aqueduc de la Vanne qui est sur le fond du terrain et qui alimente Paris en eau. Donc en fait c'est toute une zone protégée sur laquelle on n'a pas le droit de construire. Donc typiquement toute cette zone que vous voyez où il y a la dalle en béton, c'est une zone non edificandi où on n'a pas le droit de... Exactement. Donc on n'a pas le droit de construire sur cette zone. Et donc l'excavation n'était pas possible. On avait interdiction de l'État, de Haute-Paris, de construire, de venir enlever les terres. Et c'est aussi ça qui a permis au funding d'être imaginé dès le début du projet. Voilà, pour une petite précision. Est-ce qu'il y a une question qui est apparue entre-temps? Oui, allez-y, monsieur. On va vous donner un micro, voilà. Oui, bonjour. C'est un petit peu de prospective. Est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche pouvoir neutraliser les terres dépolluées, s'en servir comme matériau de construction sur le site même? Alors, tout simplement parce qu'il y a eu un article il n'y a pas longtemps qui est paru sur l'utilisation possible des terres excavées du métro du Grand Paris pour construire des immeubles. Est-ce qu'il y a un peu de prospective qui a été faite dans ce domaine? Alors là, on est dans l'économie circulaire dont on parlait tout à l'heure. Voilà. En fait, vous avez commencé votre question par dire réutiliser les terres sur le même site. Oui. Donc, réutiliser les terres sur le même site, la réponse est oui, à condition qu'elles soient sanitairement acceptables et géotechniquement compatibles. Puisque souvent, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si les terres sont un petit peu argileuses, on ne va pas atteindre les portants souhaités, il va falloir les choler, ça peut coûter de l'argent. Donc tout ça, ça se regarde. Tant que c'est sur le site, c'est faisable, puisque les terres ne sortent pas du site, elles ne deviennent pas un déchet. Et si elles ne deviennent pas un déchet, on n'est pas soumis à la même réglementation. Dès l'instant où on va les sortir du site, elles vont devenir un déchet. Et là, ça se complique. Et très honnêtement, je ne sais pas répondre à la question. Il y a tout un tas de réflexions qui ont été émises dans le cadre du Grand Paris, puisqu'il y a plusieurs millions de tonnes de terres qu'on pourrait appeler grises, c'est-à-dire des terres qui sont non inertes, mais pour autant des terres qui ne sont pas forcément très impactantes sanitairement. Là, sur le cas de Montrouge, on parle de terres vraiment très chargées en polluants et qui ne sont absolument pas réutilisables de par la dangerosité des polluants. Lorsqu'on est sur des terres donc, grises, des réflexions sont lancées, il y a des choses qui sont en cours. Je ne sais pas les aborder maintenant. Je pense qu'il y a des gens sur ce salon qui doivent savoir mieux que moi. Merci. Bon, merci, à moins qu'il y ait encore... il y a une question. Madame Allard, on va prendre la dernière question, allez-y. Je vous en prie. Bonjour, Marie-France Suet de Burgia. Je veux rebondir sur l'intervention de mon prédécesseur, justement sur la notion de traitement des terres sur site. Et aujourd'hui, il y a des évolutions réglementaires, comme vous savez, qui prennent en compte la N'hésitez pas à approcher votre micro. là, parce qu'on comme ça c'est mieux, qui prennent en compte la notion de site au sens large. Alors Grand Paris, c'est un site au sens large, mais des sites d'aménagement comme des écocités ou des projets globaux, et sur lesquels effectivement on peut avoir, du fait de l'évolution réglementaire et des connaissances techniques qu'on a aujourd'hui et des possibilités de traitement, de traiter sur une surface et un ensemble économiquement ou juridiquement appelé site, et où effectivement on peut appliquer ces techniques et qui nous permettent de faire de l'in situ, de l'on-site et un certain nombre de mixtes entre toutes les solutions qu'on a en possibilité, de manière à effectivement répondre sur la notion de site. Est-ce que la terre est géotechniquement et ou environnementalement acceptable, utilisable pour telle partie du site ou telle autre. Voilà. Donc je pense qu'on a des éléments de réponse technique peut-être et aussi juridiques et réglementaires. Voilà, Stéphane va pouvoir rebondir. Stéphane Colomano.
Oui, c'est une grosse question, parce que quand on parle de terre excavée qui sort du site, alors qu'est-ce qu'un site déjà pollué, ça rentre dans la réglementation voilà, des déchets. Pour autant, pour tout vous dire, il y a un guide sur les terres excavées qui est sorti, qui a fait l'objet d'un débat. Et grande nouvelle, le groupe de travail sur ces gestions de terres excavées avec des clusters, ce dont vous parliez, des échanges de terres, il y a des plateformes, terrasses, des choses comme ça. Ce guide, avec tous les donneurs d'ordre, va être relancé. Donc c'est l'information que je vous donne est toute chaude. Ça va être relancé et l'information est sortie la semaine dernière. Donc c'est un sujet qui est extrêmement porteur avec des enjeux financiers importants. Je voudrais juste compléter par rapport aux étrangers, parce que quand on va dans le nord, en Belgique, aux Pays-Bas, en fait, ils revalorisent les terres. Ils n'ont pas le souci. En France, c'est très compliqué une terre polluée, de la réutiliser ailleurs. C'est très très compliqué, alors que dans d'autres pays, ça se fait facilement. Il y a une réglementation qui est lourde, c'est ça? Exactement, il y a une réglementation qui est lourde, qui est la réglementation déchets, qui est beaucoup plus souple dans les pays au nord, la Belgique. Alors ils ont une traçabilité aussi, j'allais dire meilleure, mais enfin, en tout cas, ils se sont équipés pour avoir une bonne traçabilité. Ça bouge, mais ça bouge doucement en France. Ce que je peux dire aussi sur les matériaux, c'est qu'il y a un peu de la cimenterie aussi parfois qui prend de la terre impactée. Donc il y a quand même une partie de valorisation, même si elle est très faible. Merci. Vous voulez faire une dernière précision avant qu'on termine la Dernière conférence? précision, sur le stand de Bouygues, il y a une unité de venting qui est fonctionnelle, qu'on peut visiter. Donc ça correspond à l'unité... c'est la petite sœur que celle qu'on a mis à Montrouge. La turbine est plus petite, mais sinon c'est la même. Voilà, donc le stand de Bouygues quelque part par là, on le retrouve sans ça, Hall 4 et G234. Voilà, c'est bien précisé. Merci beaucoup à tous les quatre d'être intervenus pour cette conférence sur les clés d'une dépollution raisonnée. Bonne fin de journée à tous et à vous également sur ce salon Pollutech. Merci beaucoup. Merci.